Tu sais, j'étais tellement proche de tout ça. Et voir cette chose démantelée et corrompue dans un domaine qui compte vraiment, tu sais, j'espère juste que Tulsi Gabbard, quand elle arrivera, pourra réparer cela contre toute attente. Je l'ai informée dans le passé quand elle était membre de la Chambre. Elle est super intelligente. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je suis à nouveau rejoint par Ray McGovern. Ray a été analyste pour la CIA pendant 27 ans, étant, entre autres, responsable de la préparation du brief quotidien du président. Il fait maintenant partie du groupe d'activistes Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Et aujourd'hui, nous voulons discuter du rôle du renseignement dans les décisions présidentielles, dont, honnêtement, nous avons beaucoup vu, d'une manière ou d'une autre, au cours des 2 dernières semaines de la présidence de Trump. Ray, bienvenue. Trump presidency. Ray, welcome. Merci Pascal, merci de m'avoir invité. Very glad to have you with me. Très heureux de vous avoir avec moi, car vous êtes l'une des personnes qui était réellement responsable d'informer le président sur les événements en cours. Et nous avons vu tant de décrets exécutifs du nouveau président Donald J. Trump que je me demande vraiment sur quelle base il prend ses décisions maintenant. Parce que son choix pour les organisations de renseignement n'est pas encore confirmé. Tulsi Gabbard n'est pas encore confirmé. En ce moment, qui informe le président sur ce qui se passe dans le monde? Who is briefing the president on what's happening in the world? John Ratcliffe a été confirmé et il est le nouveau directeur de la CIA. Organisationnellement, il relève du moins théoriquement du directeur du renseignement national, qui semble très probablement être Tulsi Gabbard. Elle est sortie de la commission 9 contre 8 lors d'un vote strictement partisan. Mais cela signifie probablement que le Sénat dans son ensemble la confirmera comme la prochaine directrice du renseignement national. C'est d'une importance suprême, car c'est elle, la directrice du renseignement national, qui a la supervision de tous les produits analytiques très importants, y compris avant tout le brief quotidien du président. Maintenant, comme vous l'avez mentionné, j'ai eu un rôle dans le PDB. En fait, j'ai commencé à le préparer. Je n'étais pas seul, bien sûr. Il y avait un petit groupe pour Nixon, puis pour Ford. Et puis, une chose très curieuse s'est produite à propos de Reagan. Avec Nixon et Ford, nous avons pris grand soin de nous assurer que nous écrivions ce que nous avions l'intention de dire. Mais ensuite, nous devions envoyer cela à ce type nommé Henry Kissinger. Et bien sûr, Henry Kissinger savait tout sur tout. Et donc, le mot est revenu qu'il avait l'habitude de déchirer cet article, de déchirer celui-là ou de prendre des notes. Ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Maintenant, laissez-moi vous en parler. On dit que nous n'avons jamais pu voir le président. D'accord? Jamais. Nous avons fait tout ce travail. Nous n'avons jamais pu l'informer. D'accord? Jusqu'à ce que Reagan arrive. Maintenant, quelques-uns de mes superviseurs à l'époque, j'étais relativement junior, lorsqu'ils ont entendu que Ronald Reagan avait remporté la nomination, ils ont dit « Waouh, waouh, il ne connaît pas grand-chose à la politique étrangère. » Allons-y et informons-le avec le brief quotidien du président. Alors nous avons tous demandé à l'amiral Turner, qui était notre chef de la CIA à l'époque. Il a dit « C'est une excellente idée. Bien sûr, vous devriez le faire. » Et puis nous avons demandé au président. Il a dit « Oui, le président actuel. » Oui. Alors nous y sommes allés. Maintenant, quand je dis nous, c'était 2 de mes anciens camarades. D'accord. Alors ils vont au Pacific Palisades, arrivent le matin à 7h15 et rencontrent le Secret Service. Secret Service, qui êtes-vous? CIA. Briefing du matin pour le président. Eh bien, nous n'avons pas été informés de cela. Que se passe-t-il ici? CIA. Et puis par hasard, Reagan descend en peignoir et pyjama pour prendre son petit déjeuner. Que se passe-t-il là-bas? Briefing de la CIA, monsieur. Oh d'accord, entrez. Ah,
C'était tout. C'était tout. Il a adoré. That was it. He loved it. We had two pretty senior people. Nous avions deux personnes assez haut placées qui étaient là depuis un moment et pouvaient dire la vérité et savaient comment informer les gens. Reagan adorait ça. Ils alternaient une semaine, une autre semaine. Et nous étions dans l'équipe pour les soutenir, bien sûr. Pour faire court, ils arrivent à Washington. Reagan est inauguré. Et George H.W. Bush, son vice-président, qui connaissait vraiment tout cela et voulait être informé lui-même, dit « Maintenant que vous êtes président, Monsieur le Président, comment aimeriez-vous gérer le briefing quotidien du président? Vous savez, je pensais que j'aimerais le voir aussi. Et probablement le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense, il devrait probablement le voir aussi. Alors à quelle heure voulez-vous être informé? Et Ronald Reagan dit, eh bien, vous savez, ces matins sont assez rigoureux. Alors je vais vous dire quoi. Pourquoi ne pas obtenir des briefings personnels en tête-à-tête et venir me voir à 11h30? Je serai prêt à ce moment-là et vous pourrez me dire ce que je dois penser, ce qu'ils ont dit. Eh bien, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord? Donc n'importe quel jour, je travaillais sur une équipe de 2. N'importe quel matin, 7h, 8h, 9h, je faisais un briefing à une sélection du vice-président, Bush, du secrétaire d'État, principalement Schultz, du secrétaire à la Défense Weinberger, du vice-président que j'ai mentionné, du président des chefs d'état-major interarmés que nous avons ajouté plus tard, avec l'approbation du président, bien sûr, et de l'assistant du président pour les affaires de sécurité nationale, en tête-à-tête. C'était les jours les plus enivrants, les jours de gloire pour moi, en tant que briefer expérimenté du PDB, d'avoir la confiance de descendre là-bas et de briefer ces personnes en tête-à-tête, de répondre à leurs questions dans la mesure de mes capacités et de trouver les réponses dans la mesure où je ne pouvais pas et de les leur renvoyer directement. C'était un rouage incroyable dans le processus de renseignement. Certains de vos auditeurs ont probablement besoin d'un rappel que le processus de renseignement commence par des exigences de collecte. Que doit savoir le président? Et ensuite, elles sont traduites pour que les collecteurs recueillent cette information. Et puis, si c'est des choses sophistiquées, des choses technologiques, elles doivent être traitées. Ou si c'est des choses substantielles, elles doivent être analysées. Ensuite, il doit être diffusé aux décideurs politiques. C'était la première fois dans l'histoire du brief quotidien du président qu'il était diffusé aux décideurs politiques en tête-à-tête. À 7h30, 8h du matin, par un analyste expérimenté. Et j'ai eu le privilège de le faire pendant 4 ans lors du premier mandat de Ronald Reagan. C'était formidable, d'accord? Maintenant, que s'est-il passé? Eh bien, peu à peu, c'est devenu, il y avait un gars qui travaillait effectivement pour moi au début des années 70. Son nom, vous le connaissez peut-être, est Robert M. Gates, et il était assez intelligent. Oh, il était très intelligent, mais il était tellement ambitieux qu'il posait problème dans ma branche, et donc je lui ai signalé cela dans son rapport d'aptitude. Il n'aimait pas vraiment ça. Bref, pour faire court, il est envoyé à la Maison-Blanche pour travailler pour Brzezinski. Casey est là-bas. Et quand cette surprise d'octobre s'est produite, quand Jimmy Carter n'a pas pu libérer les otages, nous savons maintenant d'un nouveau livre publié, je ne l'ai pas sous la main, Craig Unger est le nom de l'auteur, que Gates et Casey ont joué un rôle dans le report de la décision des Iraniens de libérer les otages jusqu'après l'investiture de Ronald Reagan. Donc il y a un type qui n'est pas vraiment un officier du renseignement, c'est un opérateur. Et quand il a senti que M. Casey pensait que les Russes étaient derrière chaque chose fâcheuse dans le monde, comme le Nicaragua ou l'Angola ou autre, d'accord. Il a dit « Oui, monsieur Casey ».
Pour faire court, il a évoqué un CV de personnes qui n'étaient pas très accomplies sur le fond, mais qui savaient certainement saluer. Gates lui-même était une girouette, et ils sont devenus des girouettes. Pour témoigner du fait que le 21 décembre 2002, juste 3 mois avant l'invasion de l'Irak, George Tenet, un descendant direct de Bobby Gates en tant que chef de la CIA, et John McLaughlin, un de ses adjoints, ont informé Bush et Cheney, le jeune Bush, sur les armes de destruction massive en Irak. Et leur briefing n'était pas factuel, mais il n'était pas non plus très persuasif en affirmant qu'elles étaient là, que c'étaient les armes de destruction massive. Alors Cheney dit, c'est tout ce que vous avez. Et le visage de McLean devient rouge parce qu'il faisait le briefing. Mais Tenet saute du canapé et dit, Monsieur le Président, c'est un slam dunk. C'est un slam dunk. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le basketball, c'est quand vous êtes un gars vraiment grand, vous savez. Et il y a ce ballon de basket juste là. Slam dunk. D'accord. Comment le savons-nous? Eh bien, Condoleezza Rice, la conseillère à la sécurité nationale qui était là, a dit au New York Times, ce n'est pas ma faute. George Tenet a sauté du canapé et a dit slam dunk. Maintenant, je peux aller un peu plus loin. Peut-être que je le ferai avant de quitter le slam dunk. Le chef du renseignement national sous Obama et Biden, il s'appelait James Clapper. Lorsqu'il y a eu une attaque au sarin, gaz toxique en Syrie, tout le monde et son frère disaient que les Syriens l'avaient fait. Bachar al-Assad l'a fait. C'était terrible. Nous devons faire la guerre à la Syrie. Clapper entre à la Maison-Blanche sans prévenir et demande à parler au président. Et il le fait. Et il a dit maintenant, Monsieur le Président, John Kerry est un homme formidable. Et il savait comment conduire ses bateaux là-bas, au large du Mékong. Un homme courageux, mais il ne sait pas grand-chose sur le renseignement. Il dit en fait, il a dit 35 fois, il y a seulement 2 jours, que Bachar al-Assad a fait cette chose en dehors de Damas, l'attaque au sarin. Je ne sais pas comment dire cela, Monsieur le Président, mais permettez-moi de le dire ainsi. Ce n'est pas une certitude. Ce n'est pas une certitude. Comment le sais-je? Obama l'a dit à son biographe non officiel, Jeffrey Goldberg de The Atlantic, l'année avant qu'Obama ne parte vers le coucher de soleil occidental. Ces choses sont donc importantes. Revenons au PDB. Qui dirige le PDB maintenant? Le directeur du renseignement national. Donc c'était Clapper, d'accord. Et puis c'est devenu cette Avril Haines, sans aucune expérience en renseignement. Elle était avocate, et elle a été recrutée par John Brennan, chef de la CIA, parce qu'il aimait ce qu'elle pouvait faire avec les lois et les règlements. Il était donc très heureux de l'avoir comme adjointe pendant quelques mois, jusqu'à plus tard. Jusqu'à ce que John Brennan envoie certains de ses sbires pour accéder aux ordinateurs du comité du renseignement du Sénat. Ils enquêtaient sur la torture, et John Brennan était profondément impliqué dans tout cela. Il voulait savoir ce que le comité du renseignement du Sénat avait alors qu'ils préparaient leur rapport. Ils ont donc piraté les ordinateurs du comité du Sénat. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Eh bien, Avril Haines a soudainement été transférée de la CIA au Conseil de sécurité nationale. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour enquêter sur cet événement plutôt fâcheux où une branche du gouvernement pirate l'autre. Et donc, ils ont choisi Avril Haines, d'accord? Elle a fait un travail formidable. Elle a dit, « Oh, juste une grosse erreur. Personne. Non, ne tenez pas, c'était, vous savez, oubliez ça, oubliez ça. » Donc, c'est le genre de fonctionnaire qui finit par devenir chef du renseignement national sous Biden. Maintenant, pourquoi je mentionne cela? Parce que si vous regardez l'Irak, l'invasion de l'Ukraine a eu lieu à la fin de février 2022. Maintenant, à la fin de 2022, Avril Haines a déclaré publiquement, et je suis sûr qu'elle l'a dit elle-même au président, « Regardez, bonne nouvelle, les Russes manquent de munitions. »
Ils n'ont pas de capacité indigène pour produire les munitions qu'ils laissent éparpillées sur le terrain devant les forces ukrainiennes. Alors prenez courage. Cela semble vraiment bien. Et quand l'offensive de printemps viendra avec les forces ukrainiennes, eh bien, nous aurons gagné. Et bien sûr, en juillet, la personne qui lui rend compte, William Burns, chef de la CIA, a dit au président, a en fait dit à la presse le 2 juillet que Poutine a déjà perdu en Ukraine. Son armée a été démontrée comme inefficace aux yeux du monde entier. C'était le 2 juillet. Maintenant, 8 jours plus tard, Biden à Helsinki répète ces mots. Poutine a déjà perdu en Ukraine. Ne vous inquiétez pas. C'était donc quoi? Il y a 1 an et demi. D'accord. Juillet. Plutôt, c'était il y a 2 ans. C'est le genre de renseignement, si on peut appeler ça un renseignement, qui a été donné au président. Évidemment, il voulait plaire au président. Il voulait lui dire ce qu'il voulait entendre. Dernière chose à ce sujet. C'était tellement bizarre que le chef de la CIA dise au président, le deuxième, enfin dise à tout le monde le deuxième, c'était dans le Washington Post, le 2 juillet 2023, que Poutine avait perdu. Puis j'ai essayé de comprendre, eh bien, d'où il tenait ça. Et j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant. Il venait juste d'être à Kiev. Et il venait juste d'être reçu en grande pompe par Zelensky et tous ces gens. Et donc, ce n'est pas exagéré de dire, eh bien évidemment, Zelensky et ses généraux ont dit à Bill Burns, le chef de la CIA, « Ne vous inquiétez pas, nous avons ce mois de mai. Nous avons cette offensive de printemps, maintenant d'été. Tout ira bien. » Vous dites au président que Poutine a déjà perdu. Mon Dieu, c'est la seule explication à laquelle je peux penser. Je ne peux pas concevoir, aussi corrompus que soient devenus les analystes de la CIA, que quelqu'un à la CIA dise au directeur de la CIA que Poutine avait déjà perdu en juillet 2023. Mais quelqu'un le lui a dit, et c'est un gars assez impressionnable. Il dirait probablement, eh bien c'est ce qui se passe. Les choses s'améliorent, nous allons gagner. Et en plus, Poutine a déjà perdu. Je suis désolé de m'étendre autant, mais c'est très, vous savez, j'étais si proche de tout ça. Et voir cette chose démantelée et corrompue dans un domaine qui compte vraiment, vous savez, j'espère juste que Tulsi Gabbard, quand elle arrivera, pourra réparer cela contre toute attente. Je l'ai informée dans le passé quand elle était membre de la Chambre. Elle est super intelligente. Elle ne supporte pas les imbéciles. Elle écoute. Elle pose des questions. Donc j'ai un peu d'espoir qu'elle pourrait être très bonne sur des sujets comme l'Ukraine et informer le président des réalités sur le terrain. À savoir, Monsieur le Président, votre main de poker a une paire de 2. Poutine a 4 as. C'est la main que vous a laissée l'administration précédente et Poutine lui-même. Vous pourriez négocier, mais réalisez que c'est la situation. C'est l'état des lieux sur le terrain. Donc peut-être que je vais m'arrêter ici et reprendre mon souffle. Eddie, tu sais, je ne veux pas t'interrompre parce que je me demande vraiment comment tu donnes du sens à tout ça. Nous avons ce problème très particulier que même si tu es proche de tout l'appareil, comme toi et nous observateurs, nous devinons constamment comment les décisions sont prises à Washington, parce qu'il y a plusieurs facteurs en jeu, n'est-ce pas? Alors, est-ce que le gars, disons Biden, a réellement la capacité mentale de prendre des décisions? Première question. Que ce soit oui ou non, prend-il ses décisions lui-même ou écoute-t-il essentiellement Jake Sullivan et peut-être Tony Blinken qui sont constamment autour de lui? Ensuite, la question suivante est de savoir si ces personnes ont accès à des informations précises et factuelles sur ce qui se passe sur le terrain, ou si elles sont entourées de beaux parleurs qui leur disent ce qu'elles veulent entendre, ce qu'ils pensent leur plaira. Ce qui serait une version déformée de la réalité. L'idée que la Russie perdait n'était pas seulement étrange, elle était tout simplement fausse. C'était ce qu'ils voulaient croire.
Ils voulaient que la réalité soit ainsi. Puis ils ont présenté la réalité comme telle. Et il me semble que certaines personnes ont commencé à prendre des décisions différemment sur la base de cette évaluation erronée. Surtout dans les médias, le récit tournait entièrement autour de cela. Et cela laisse de côté toute la question que même si les Russes avaient été en train de perdre, cela aurait été encore plus dangereux à cause des armes nucléaires. Mais laissons de côté tout ce complexe. Donc juste la gestion des connaissances. Et si je vous écoute, il me semble que le brief quotidien présidentiel, le PDB, était une sorte d'institution entière au sein de la CIA. C'était une manière d'essayer de donner au président les informations les plus précises sur ce qui se passe réellement, je suppose. Et puis, cela a dégénéré en donnant au président ce qu'il veut entendre, pour être dans ses bonnes grâces. Est-ce à peu près correct? Well, Pascal, it's pretty simple. Eh bien, Pascal, c'est assez simple. Des personnes corrompues peuvent corrompre toute l'organisation en une génération. Quand William Casey est arrivé en tant que directeur, j'étais encore là, bien sûr. C'était un guerrier froid par excellence. Il avait dirigé des espions pendant la Seconde Guerre mondiale. Il savait que les espions avaient toutes les informations. Il était méprisant envers notre capacité d'analyse des médias. Lire ce que les Russes avaient dit un jour et le comparer à ce qu'ils disaient le lendemain. Ce qui, croyez-le ou non, était une discipline très lucrative, si vous savez comment bien le faire, si vous étiez là depuis un moment. Donc, quand il est arrivé, ses préjugés étaient que les Russes essayaient de prendre le contrôle du monde entier. That the Russians were trying to take over the whole world, and of course this was before Russia fell apart. Et bien sûr, c'était avant que la Russie ne s'effondre. Donc je suppose que c'est encore plus défendable que ce groupe ultérieur. Mais il a enrôlé Gates, il a enrôlé Bobby Gates pour être à la tête de l'analyse. D'accord. Maintenant, quand vous êtes à la tête de l'analyse et que vous dites à tout le monde, y compris au président, que les Russes n'abandonneront jamais, le Parti communiste de l'Union soviétique n'abandonnera jamais le pouvoir sans se battre. Ce sera une révolution violente, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous comprenez, Monsieur le Président? Eh bien, c'était leur attitude. Maintenant, en recrutant le chef de la division des affaires soviétiques, qui allez-vous choisir pour cela? Quelqu'un qui sait que ce n'est pas le cas? Non. Non. Vous choisissez un lèche-botte comme John McLaughlin. You pick a toady like John McLaughlin. Does he know about Russia? No, but he's quick learner. He'll learn. Tu connais la Russie? He'll learn what he's supposed Non, to mais il say. apprend vite. Il apprendra ce qu'il est censé dire. Donc c'est vraiment un bon exemple. Et comme je l'ai dit auparavant, il est monté pour devenir le directeur adjoint de la CIA. Donc quand tu choisis ces personnes, tu facilites vraiment la tâche pour avoir des gestionnaires malléables qui à leur tour s'appuieront sur leurs analystes et diront « Eh bien, M. Casey n'aimera pas entendre ça. Oh, M. Gates, nous n'allons pas transmettre ça. » Et après une génération, tu as une organisation totalement corrompue. Et je parle spécifiquement du renseignement fabriqué qui a été utilisé par Bush et Cheney pour justifier une guerre d'agression contre un autre pays qui ne nous menaçait pas du tout. C'est donc une chose compliquée, mais pas en apparence. En apparence, les gens comptent. Vous mettez soit des personnes idéologiquement déformées, soit des carriéristes en place, et c'est ce que vous obtenez. Maintenant, quand je parle de personnes idéologiquement mal informées, je vois une différence entre Biden dans ses 2 premières années et Biden quand il était moins compose-menti dans ses 2 dernières années. Mais c'est en quelque sorte une distinction sans différence, parce que tout est informé par cette idéologie selon laquelle nous sommes le pays exceptionnel du monde. Nous sommes, en fait, le pays indispensable dans le monde, d'accord? Et le président l'a dit explicitement, c'est le président Biden. Maintenant, il y avait une femme qui était secrétaire d'État. Elle était également représentante à l'ONU. Elle s'appelait Madeleine Albright.
Elle venait d'une famille immigrée en Tchécoslovaquie. Et c'est elle qui voulait que Colin Powell dise à ses troupes d'entrer en Serbie. Et vous savez, à quoi sert une armée si vous ne pouvez pas l'utiliser? Vous savez, ce genre de choses. Maintenant, elle a inventé les termes indispensables et exceptionnels. Nous sommes le pays exceptionnel dans le monde et nous devons continuer à l'être. Et comment ça se traduit-il en fait réel? Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, après avoir cessé d'être secrétaire d'État, elle a donné une interview. C'était une époque où l'Irak était vraiment touché par les sanctions, des sanctions économiques de toutes sortes. Et les chiffres de l'ONU avaient révélé que 500 000 enfants irakiens de moins de 5 ans étaient morts au fil des années à cause des sanctions. Maintenant, Leslie Stahl, qui était, je pense qu'elle est toujours là, elle était une journaliste de premier ordre, n'est-ce pas? Alors elle parle à Madeleine Albright et elle dit « Maintenant, Madame la secrétaire, 500 000 enfants de moins de 5 ans, pensez-vous que cela en vaut la peine ?» Et sans sourciller, Madeleine dit « Oh oui, cela en vaut la peine. Nous pensons que cela en vaut la peine. » D'accord. Oh mon Dieu. Oui. Quel genre de démence. Je veux dire, qu'en est-il des dieux et des enfants? Pas la peine. Donc, ce que je dis ici, c'est que Biden, sachant tout cela, a cité Madeleine Albright 2 fois, discours après discours, en disant « Souvenez-vous de ce que Madeleine Albright a dit. Nous sommes le pays exceptionnel et indispensable dans le monde, donc nous pouvons faire ce que nous voulons, n'est-ce pas? » Il l'a même dit dans des salons privés. Et je le sais de manière certaine, des amis dans le Maine l'ont entendu le dire. Donc nous croyons ce genre de choses, d'accord? Et puis, quand 60 Minutes lui a demandé, il y a 2 ans, Monsieur le Président, vous avez l'Ukraine, vous avez la Chine, en fait, vous avez le Moyen-Orient. Pensez-vous que vous pourriez gérer 2 conflits en même temps? Et je n'oublierai jamais, il a dit s'il vous plaît, nous sommes les États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant de l'histoire du monde, de l'histoire du monde. Donc c'est ça, je ne suis pas très porté sur l'idéologie. Je veux dire, je n'appelle même pas ça une idéologie. C'est juste une idéologie mal avisée. Donc c'était ce qui motivait Biden. Et puis bien sûr, il a eu ces types-là, Blinken et Sullivan, qui ne savaient pas où ils en étaient. Vous savez, ils sont allés dans les bonnes écoles et ils avaient des chaussures bien cirées, mais ils ne savaient rien de la guerre ou de quoi que ce soit d'autre. Et surtout, des changements tectoniques, comme celui qui a maintenant la Chine et la Russie unies, en grande partie à cause de leur mauvaise gestion et de leur malfaisance. Mais c'est tellement important. Et nous connaissons cette idéologie néoconservatrice, n'est-ce pas? Et nous avons tendance à tout regrouper sous l'étiquette néocon pour avoir une case où le mettre. Mais eux, je veux dire, oui, il faudrait leur rendre plus justice pour être précis. Mais le point est qu'il y a l'idéologie d'un côté, ou quelque chose auquel les gens adhèrent, disons un cadre mental qu'ils veulent affirmer. Et puis de l'autre côté, il y a l'intelligence ou les faits sur le terrain, n'est-ce pas? Il devrait y avoir des faits sur le terrain, ou, comme John Mearsheimer l'appelle, des faits de la vie. As John Mearsheimer calls it, facts of life. And these facts of life should be separated from... Et ces faits de la vie devraient être séparés de ce que vous aimeriez être vrai, afin de prendre des décisions rationnelles. Car l'autre camp, les Russes et les Chinois, s'attendra à ce que ces informations véridiques soient traitées par les décideurs aux États-Unis, puis ils réagiront à cela, et ils réagiront à nouveau à cela. C'est un système mondial d'action et de réaction très complexe. Maintenant, le Daily Brief, ou le renseignement, il me semble, a ce gros problème qu'il est pris dans l'obligation d'adhérer à la version actuelle de la réalité ou de la croyance que le président détient, n'est-ce pas? Que ce soit un président néoconservateur ou comme maintenant Donald Trump, la question est, Tulsi Gabbard et les personnes qui dirigent le Daily Brief
Serviront-ils au président même les choses qu'il ne veut pas entendre? Lui présenteront-ils les réalités sur le terrain, comme ce que signifie avoir 1,8 million de Palestiniens à Gaza, et ce que cela impliquerait de simplement les déplacer? Ou lui présenteront-ils le récit que, disons, M. Netanyahou aimerait qu'il croie, comme oui, ce n'est pas un problème. Envoyez simplement les troupes, parce que le plus grand pays du monde, n'est-ce pas? Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce qui conduit ensuite à des résultats horribles. Leads then to horrible outcomes. Which one is it? Is Washington still capable of actually serving Lequel est-ce? decision makers? Washington est-il encore capable de réellement fournir aux décideurs les faits de la vie? Eh bien, il y a une structure. Il y a un établissement et une organisation qui permettent au président de connaître la vérité. Harry Truman, qui a mis en place cette organisation en 1947, a dit qu'il voulait, des renseignements non biaisés. D'accord, il voulait entendre la vérité pure et simple. Alors, comment l'a-t-il indiqué? Eh bien, il a dit « Je veux que ma propre CIA me réponde à moi, pas au secrétaire d'État, pas au secrétaire à la Défense. Je contrôle leur carrière. Ils me rendent compte et me disent les choses sans crainte ni faveur. » Wow, c'est pourquoi j'ai rejoint la CIA en 1963. J'ai lu ses livres, et à l'école supérieure, j'ai étudié la nouvelle configuration du Conseil de sécurité nationale, le nouveau département de la Défense, la CIA, toute nouvelle. Maintenant, ça peut fonctionner. Je l'ai vu fonctionner. Permettez-moi de vous donner un exemple, et c'est un exemple très révélateur, et c'est un exemple très actuel. L'Iran. L'Iran. Tout le monde détestait l'Iran. Oh, wow. Pourquoi? À cause des otages, vous savez. Personne ne pensait qu'en 1953, nous avions renversé le premier Premier ministre librement élu de l'Iran en 4 millénaires. D'accord. Donc, nous étions responsables de beaucoup de ces haines. Et puis, le Shah que nous avons mis en place était tout aussi mauvais. Sa Gestapo était tout aussi mauvaise que celle en Allemagne. D'accord. Puis il est tombé malade. D'accord. Et les Iraniens ont peur. Oh, mon Dieu, où est-il? Oh, il va à Washington. Oh, l'ambassade à Téhéran va organiser un autre coup d'État pour l'amour de Dieu. Maintenant, je ne défends pas l'idée d'entrer dans les ambassades et de prendre des otages, mais c'est ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Et cela a bien sûr détérioré les relations pour toujours. L'ayatollah Khomeini utilisait la technologie la plus sophistiquée disponible à l'époque. Cela s'appelait un magnétophone, une cassette, et ses déclarations depuis les minarets en France étaient transportées en Iran. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Il y a eu une révolution là-bas, et l'Iran est devenu à peu près une entité indépendante, libre de l'influence russe ainsi que de l'influence américaine. Maintenant, ils sont devenus une menace. Une menace pour qui? Pour nous? Non. Une menace pour qui? Eh bien, pour Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ce que les Israéliens font aux autres musulmans. Ils sont chiites, sunnites, eh bien, peu importe. Ils n'aiment vraiment pas ça. Et donc, Netanyahou a vraiment peur de ces gars-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oh, ils construisent une arme nucléaire. Maintenant, en 2000, il y avait cette routine où tous les 3 ou 4 ans, les estimations nationales du renseignement, c'est un produit de toutes les agences, disaient dans combien de temps l'Iran peut-il obtenir une arme nucléaire. Et ce sont des chiffres généraux. En 1988, c'était environ 5 ans pour obtenir une arme nucléaire. Et en 2002, nous pensons que ce sera environ 5 ans. D'accord? Et puis en 2005, eh bien, ils étaient proches, mais je pense à environ 5 ans. Ils sortaient ces jugements de nulle part. D'accord? Puis l'Irak est arrivé, et tout le monde a pu voir dans quel pétrin on pouvait se retrouver si on se fiait à des officiers de renseignement politisés et corrompus. D'accord? Et il était très clair que Bush et Cheney avaient l'Iran dans leur ligne de mire. Ils l'ont à peu près dit. Les néoconservateurs disaient, eh bien, d'accord, on fera Bagdad, mais les vrais hommes vont à Téhéran.
Mon Dieu, il disait ça, n'est-ce pas? Alors quelqu'un avec la tête sur les épaules a dit « Oh mon Dieu, nous devons empêcher ce qui s'est passé en Irak de se reproduire en Iran. Ce serait tellement pire. » Alors obtenons une estimation sur l'avancement. Obtenons une estimation honnête. Faisons venir de nouvelles personnes et obtenons une estimation sur la proximité de l'Iran à obtenir l'arme. Et ils ont cherché partout un gestionnaire honnête des estimations et ils n'ont pu en trouver aucun. Témoignez de ce que je vous ai dit auparavant. Mais ils ont trouvé un gars. Il était à la tête du renseignement du département d'État. Il s'appelait Tom Finger. Il enseigne maintenant à l'université de Stanford. Il avait pris de nombreuses notes sur les estimations précédentes concernant les armes de destruction massive irakiennes, ce genre de choses. Alors ils ont dit, Tom, accepteriez-vous de faire une estimation sur l'Iran? Et j'ai entendu cela en parlant à Tom. Il a dit, mon Dieu, non, ça suffit. J'avais tout ce truc. Non, Tom, écoute, tu dois le faire. Nous ne pouvons trouver personne d'autre. Tu pourrais prendre tes propres gens, tes gens honnêtes du département d'État. Nous vous donnerons une année entière pour le faire. Vous pourriez le faire en étant isolé, et nous demanderons au Congrès de le demander. De cette façon, quand vous aurez terminé, quoi que vous en sortiez, le Congrès le publiera, donc ce ne sera pas un secret. Alors Tom me dit qu'il a accepté à contre-cœur. Il a réuni des personnes vraiment compétentes. Ils ont travaillé pendant 1 an et ont eu la chance d'obtenir des renseignements très précieux au milieu de leur analyse. Ils sont arrivés à la conclusion que le Congrès a publié en novembre 2007 que l'Iran a cessé de travailler sur une arme nucléaire à la fin de 2003 et n'a pas repris le travail sur une arme nucléaire. Cela a été dit avec une confiance considérable par les 16 agences de renseignement à l'époque. Wow! Maintenant, je vous explique des estimations nationales de renseignement. Tu sais, j'ai rejoint en 63 et il n'y en avait que quelques-uns avant ça. Je sais à peu près ce qui s'est passé depuis. C'est la seule fois où je peux dire, Pascal, qu'une évaluation nationale du renseignement a joué un rôle énorme dans la prévention d'une guerre, alors que Bush et Cheney ont quitté la région en 2008. OK, ils étaient prêts. Ne me croyez pas. Regardez ce que Bush a écrit dans ses propres mémoires. Il a dit « Cette estimation était une estimation stupéfiante. Elle m'a privé de l'option militaire. » Fin de citation. Et voici une autre citation. Eh bien, comment pourrais-je autoriser une frappe par l'armée américaine sur des installations nucléaires en Iran si la communauté du renseignement dit que l'Iran ne travaille pas sur une arme nucléaire? Dommage. Il n'a pas dit dommage, mais c'est tellement transparent. Donc ce que je dis ici, c'est que vous pouvez avoir de bonnes personnes. Je ne sais pas s'il en reste, franchement, mais vous pouvez les faire venir de l'extérieur. Vous avez mentionné John Mearsheimer. Il y a 11 ans, il a écrit un article important dans Foreign Affairs et il a dit que le conflit en Ukraine est la faute de l'Occident, n'est-ce pas? Maintenant, il ne pourrait jamais faire publier quelque chose dans Foreign Affairs qui dirait cela, mais il l'a dit. Et il a dit que si les États-Unis continuaient à essayer de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, l'Ukraine serait détruite. Il n'en resterait rien, parce que les Russes devraient intervenir. Lors d'une réunion publique, il y a 1 an et demi, c'était une réunion Zoom, mais j'ai eu l'occasion de demander à John Mearsheimer, « John, vous êtes à Washington. » Maintenant, il était là en personne. Quelqu'un vous a-t-il contacté? Quelqu'un du Congrès ou des agences de renseignement ou du département d'État? Tu avais raison à l'époque. Tu as eu raison tout du long. Quelqu'un a-t-il pris contact avec toi pour te consulter? John a souri. Je ne connaissais pas la réponse. Ce n'est pas ce que j'ai mis en place. Ray, jamais arrivé. Jamais personne ne m'a demandé mon avis sur quoi que ce soit. Maintenant, Mearsheimer est le doyen de l'école réaliste des relations internationales. C'est le domaine dans lequel j'ai travaillé pendant 27 ans.
Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Je pensais que c'était la seule école. Apparemment, il y en a d'autres, idéologiques ou libérales. Mais tu sais, c'est la réalité. Cela montre non seulement à quel point les gens sont endogames, mais aussi à quel point ils ont peur d'obtenir des conseils solides, qui pourraient s'avérer être ce que le président ou ses principaux conseillers ne veulent pas entendre.